Avec nous pour cette seconde table ronde avec ce qu'on appelle en rhétorique une aporie, fin du monde et fin du mois. Alors on va essayer de ne pas répondre parce que c'est un petit peu compliqué d'opposer les deux et c'est surtout très dangereux de n'en choisir qu'une seule. C'est un slogan, vous savez, qui avait beaucoup émergé pendant la crise des Gilets jaunes, avec à la fois une taxe sur le prix du carburant et d'un autre côté un certain nombre de ménages qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois. Et évidemment, il y a cette insoluble équation de ce à quoi il faut répondre en premier. On a souvent tendance à se dire que la fin du mois est plus proche et qu'il faut commencer par ça. Le début de la crise ukrainienne et quelques mouvements près des centrales de Tchernobyl ou de Zaporizhzhia a montré que ça pouvait être une assertion trompeuse. Pour répondre à cette question, on a Charlotte Roule avec nous. Bonjour, vous êtes directrice de la stratégie du groupe Engie. Bonjour. Et donc, évidemment, on aura une étude de cas. Et puis, du côté de la recherche, dont il a beaucoup été question dans la première table ronde, Patricia Criffo, vous êtes professeure, enseignante-chercheuse à l'école polytechnique, au lieu de l'industrie française, enfin historiquement, même si maintenant vous formez aussi beaucoup de financiers. Mais ce n'est pas votre faute. Vous êtes directrice du Master Economics for Smart Cities and Climate Policy, en bon français. Vous êtes co-directrice de l'initiative de recherche finance durable et investissement responsable, directrice scientifique adjointe du Centre Energy for Climate, vice-présidente de la commission climat et finances durables de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Voilà, grand nombre de casquettes, mais qui montrent qu'en tout cas, vous êtes vraiment spécialisé sur les questions d'économie durable et de changement climatique. Peut-être pour commencer, du point de vue de la recherche, quand on se pose cette question fin du monde, fin du mois, on se pose la question de l'engagement des entreprises. Est-ce qu'elles ont intérêt à aller vers l'un ou vers l'autre? J'aime beaucoup toujours citer cette citation des années 70 de Milton Friedman qui disait « La responsabilité sociale d'une entreprise, c'est le profit ». Alors, il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, vous entendrez tous les responsables RSE vous dire qu'ils mentent, etc., que c'est faux. Malgré tout, cette citation est quand même restée valable pour un grand nombre de boîtes et elle a même été réactivée de manière inattendue avec le Covid parce que vous avez eu nombre de mouvements d'entreprises qui ont dit en fait, il faut d'abord renouer avec la croissance avant de pouvoir se permettre de penser à préserver l'environnement. Vos observations de chercheuses montrent rigoureusement l'inverse. Bonjour, déjà merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Et puis merci d'attaquer avec, moi je suis économiste et chercheur, donc j'aime bien débattre. Donc merci aussi d'attaquer avec cette citation de Friedman, parce que en fait elle est souvent caricaturée et pas vraiment présenté dans les débats correctement. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Friedman, il y a 50 ans, hein, en fait, quasiment un peu plus que les 50 ans de cette citation. D'abord, c'est le titre d'un article dans le New York Times, ça c'est pas le titre d'un ouvrage ni d'un article scientifique, donc quand même relativisé, mais qui est un article super intéressant, très bien écrit et très pédagogique, et qui est encore toujours d'actualité. Donc c'est le titre, hein, la responsabilité des chefs d'entreprise, c'est de faire du profit. Et puis après, il explique pourquoi. Il dit, bah voilà, mon sentiment, c'est que en fait, les entreprises, quand on leur demande de corriger des externalités, de lutter contre le changement climatique, de préserver la planète, bien traiter les salariés, bien traiter les clients et les fournisseurs, etc. En fait, ça équivaut à produire des biens publics. Et qui a l'autorité, qui a la légitimité pour produire des biens publics, c'est l'État. Donc, il y a un problème de légitimité politique à demander aux entreprises de se substituer en fait à l'État pour produire ces biens publics. C'est ça son point de départ. Donc, il dit, bah, voilà, un manager, un chef d'entreprise, c'est un salarié à peine différent des autres, en fait, qui est en contrat avec un contrat de travail, un contrat un peu particulier, mais néanmoins en contrat. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a été élu et qui doit rendre des comptes devant le peuple. Donc, il n'a pas la légitimité politique. Donc, ce que je trouve intéressant dans la vision de Friedman, c'est qu'elle pose déjà, il y a 50 ans, un premier problème, qui est la question de la responsabilité politique des entreprises. Est-ce que oui ou non, on peut déléguer ça aux entreprises? Et puis, deuxièmement, si on lit l'article jusqu'au bout, en fait, Friedman donc, détaille pourquoi
voilà, c'est compliqué d'aller demander aux entreprises de produire ces biens publics parce que ça a imposé des coûts et que c'est pas forcément, voilà, il y a des choix dans l'attribution des politiques RSE. Pourquoi faire plus pour l'environnement, moins pour le social, faire tout en même temps, ça serait, si c'était si simple que ça, toutes les entreprises le feraient. Et puis il termine en disant, mais ceci dit, il y a quand même des cas dans lesquels c'est important de le faire. Donc voilà pourquoi je dis qu'il est caricaturé, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent au titre et ne vont pas aller lire l'article jusqu'à la fin. Donc à la fin de l'article, Friedman dit, si, en fait, il y a un certain nombre de cas dans lesquels c'est important que les entreprises le fassent et ça peut même être voilà, efficace. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ce raisonnement-là, est-ce qu'il est toujours valable? Évidemment, en fait. Et puis même beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte, parce qu'en fait, on est face à une double défaillance. Défaillance des marchés, voilà, pour le climat, on sait bien que le prix du carbone n'est pas suffisant, qu'il y a ces externalités à corriger. Normalement, le raisonnement économique nous dit qu'en cas de défaillance de marché, effectivement, c'est l'État qui va, avec la politique publique ou la réglementation, pouvoir se fournir, corriger un peu ces défaillances de marché. Mais là, le problème, c'est qu'on est aussi face à une défaillance des gouvernements, parce qu'en fait, les gouvernements n'ont pas les moyens d'aller fournir le niveau optimal de ces biens publics-là. Soit parce que les marges budgétaires sont totalement contraintes et ne parviennent pas en fait à apporter les niveaux de financement suffisants, soit parce qu'en fait, ils sont aussi soumis à des problèmes d'acceptabilité sociale des politiques environnementales. Donc, même quand les gouvernements ont les moyens financiers de mettre en œuvre ces politiques-là, même quand ils ont la volonté politique de le faire, même quand ils ont le mandat de le faire, on se retrouve avec des situations comme les gilets jaunes. Le point de départ de la crise de gilets jaunes, c'était les prix de l'énergie, les taxes sur l'énergie. Mais avant les gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges. Et puis, voilà, c'est un problème en fait assez récurrent qui soulève ça. Donc, face à ces doubles défaillances, marché et gouvernement, effectivement, c'est légitime de se tourner vers les entreprises. Et en économie, on appelle ça la fourniture privée de biens publics. Alors, c'est évidemment un sujet qui est très important et avec lequel on ne peut pas non plus laisser les entreprises totalement, en fait, libre de décider du niveau optimal, de la manière dont on fournit ces biens publics. Donc, il faut quand même garder un certain niveau d'encadrement, voire de régulation, mais c'est légitime en fait sur le plan économique. Et se pose la question, effectivement, de la responsabilité politique de ça, comment rendre des comptes face à ça et comment mesurer, analyser, évaluer le niveau optimal qui est bien fourni. Derrière tout ça se pose évidemment le problème d'éviter le greenwashing, notamment sur ces sujets-là. On viendra au greenwashing tout à l'heure et puis au bon niveau de réponse du politique. Mais vous avez fait des études qui prouvent qu'en réalité, adopter une RSE à minima, parce que c'est ce que voudrait la doxa dominante, que ça attire les jeunes, etc., c'est absolument pas malin parce que ça donne des gains de productivité assez médiocres versus des gains beaucoup plus importants pour les entreprises qui ont une politique de RSE réellement identifiée et réellement évaluée. Alors, en fait, moi, en tant que chercheur, du coup, je me suis intéressée à ce point de départ, le lien entre la RSE et les profits. Déjà, un premier résultat que j'ai eu, c'est déjà de montrer que ça ne détruit pas les profits, sauf dans certains cas. Voilà. Dans certains cas, c'est pas une bonne chose, pas une bonne stratégie. Et j'ai essayé d'identifier quels étaient les déterminants, pourquoi et comment, effectivement, ça peut être un levier de compétitivité, de performance pour les entreprises. Et alors, les travaux que j'ai menés, en fait, montrent, comme vous le dites, qu'il y a deux types de stratégies qu'on peut adopter face à cette nécessité d'aller fournir des biens publics, préserver l'environnement, etc., protéger le climat. Il peut y avoir des stratégies qui sont pas tellement ambitieuses, c'est-à-dire qui vont soit empiler les pratiques de manière un petit peu mécanique, sans forcément vraiment réfléchir à comment on va les combiner. Et puis, il y a des stratégies plus compliquées à mettre en œuvre, mais beaucoup plus performantes, c'est-à-dire source de gains de productivité et de compétitivité beaucoup importants, quand on cherche à adopter des stratégies et à regarder les choses de manière un peu globale, en regardant pas uniquement l'environnement, mais aussi comment est-ce que ces différentes stratégies sur l'environnement, on peut avoir des arbitrages quantité-qualité, pas forcément empiler les pratiques, mais plutôt chercher les bonnes combinaisons ou chercher les pratiques qui sont les plus contraignantes, les plus contraignantes au sens d'engageantes pour l'entreprise. Donc, c'est pas forcément la quantité qui va compter, mais plutôt la qualité de ces pratiques. Et puis, regardez comment ça s'insère dans le modèle de l'entreprise, son modèle social, comment ça s'insère dans son modèle de gouvernance, parce que il faut surtout pas les considérer de manière isolée comme un facteur. Allez, en gros, il suffit pas de trier ses déchets pour améliorer les profits. C'est bien plus
voilà, il faut être plus ambitieux que ça. Donc, les résultats que j'ai obtenus sont vraiment importants parce que j'ai réussi à montrer que donc sur un panel de presque 10 000 entreprises françaises, oups, je vais poser ça, qui va de la PME de plus de 15-20 salariés jusqu'au grand groupe coté en bourse, en fait, en moyenne, pour les entreprises qui adoptent ces pratiques plus responsables de manière cohérente, c'est-à-dire en réfléchissant vraiment sur les différents piliers, différentes dimensions, le gain moyen de compétitivité peut être de l'ordre de 13%. Donc, c'est quand même super encourageant. Et voire jusqu'à 20% pour certains piliers très engageants, ou 5% quand on est un petit peu moins engagé. Donc déjà, ça montre que ça ne détruit pas la performance, comme je disais tout à l'heure, et puis que ça peut même être vraiment un levier important, y compris pour les PME. Pourquoi je dis ça? Parce que les PME, c'est quasiment 90% du tissu industriel français, et c'est souvent, pour une PME sur deux, des entreprises qui font de la RSE sans le savoir. Si vous les interrogez en demandant ce que vous faites de la RSE, etc., une sur deux va vous dire non, j'en fais pas, ou je sais pas ce que c'est. Et puis quand vous regardez vraiment les pratiques, et pas simplement le discours managérial là-dessus, en fait, elles font beaucoup de choses qui sont très responsables et qui sont très impliquantes pour elles. Donc, si on vous écoute, en fait, la question est résolue. On peut aller vers éviter la fin du monde et la fin du mois en comptant sur le volontarisme des entreprises parce que ce serait leur intérêt bien compris que d'aller vers davantage de vertu. Ou est-ce que malgré tout, il va falloir beaucoup plus de volontarisme politique pour les contraindre? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau national ou continental? Alors, si la question était résolue, ça se saurait. Voilà, il suffisait juste que mes résultats soient publiés pour que ça marche. Et ben voilà, je sais pas, je serais prix Nobel d'économie, donc ça vous a pas échappé que je le suis pas. Enfin, je plaisante, mais simplement, je pense que c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire ce que le chercheur est capable de montrer avec une base de données sur un certain nombre de variables, etc. C'est une chose, c'est un élément de preuve, on va dire scientifique, empirique, mais c'est pas suffisant pour que chaque entreprise au quotidien puisse comprendre effectivement comment ça s'organise et comment structurer ça. Et aussi parce que la RSE, c'est répondre à des attentes de parties prenantes qui sont parfois contradictoires. Donc, on fait face aussi à des arbitrages, des conflits, des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Et voilà. Et puis moi, l'effet que j'obtiens, c'est un effet agrégé. Donc, voilà, c'est un effet un peu moyen. Donc, voilà, ça résout malheureusement pas le problème, mais c'était pas l'ambition non plus des travaux. Et puis, deuxième point, c'est que l'ampleur de l'effort à fournir, il est vraiment colossal. C'est-à-dire que c'est pas forcément suffisant d'aller additionner, comme je disais tout à l'heure, des pratiques, des choses comme ça. Il faut vraiment un programme qui soit vraiment ambitieux. Et la place de l'État est fondamentale là-dedans. J'ai commencé en disant qu'il n'y avait pas forcément toujours les moyens financiers ou les moyens en termes d'acceptabilité sociale, mais son rôle est crucial pour encourager, stimuler, pousser, contrôler, vérifier ce qui se passe en la matière, et puis envoyer le signal sur le niveau à atteindre en fait. Donc le prix du carbone, enfin des choses comme ça, c'est indispensable. Certains économistes proposent d'aller beaucoup plus loin, de faire une banque centrale du carbone, voilà, pour être vraiment à la hauteur de l'enjeu. Et est-ce que vous pourriez, sans révéler de secret de fabrication, nous donner le nom d'une ou deux entreprises justement qui ont vraiment surperformé grâce à leur RSE? Alors, je ne suis pas allée forcément les regarder. Voilà, je ne suis pas allée chercher ça pour une raison très simple, hein, c'est que quand j'utilise ces données-là, en fait, moi, je signe un accord de confidentialité, donc je n'ai pas le droit concrètement d'aller identifier individuellement. Et voilà, je peux le faire par curiosité, mais après, je n'ai pas forcément le droit ni de le publier, ni de le dire. C'est vraiment le sceau de la confidentialité des données. Donc, du coup, voilà, même si votre question, j'aimerais bien pouvoir y répondre, finalement, je préfère m'en tenir un peu à ma casquette sur l'anonymat des données de ce point de vue-là. Et puis, voilà, vous avez fait une table ronde avec des intervenants, donc je pense que c'est encore mieux, en plus, quand on est plusieurs à s'emparer du sujet. Je pense que ça sera plus pertinent que ce que moi, je pourrais dire. Je vais venir à Charlotte dans un instant, mais une dernière question sur ce premier tour. Quand on pose la question fin du mois, effectivement, la question de la vertu écologique, souvent, elle a un coût. Enfin, on s'en rend très bien compte avec l'alimentation. L'alimentation biologique, elle est plus claire, elle est plus chère que celle qui actuellement génère un certain nombre de problèmes sanitaires et de rappels. Est-ce que vous dites que
cette vertu, elle est démocratisable au plus grand nombre. On sait qu'il y a 12 millions de Français qui sont à 50 € près à la fin du mois, sans même parler des 9 millions qui sont sous le seuil de pauvreté. Est-ce que c'est possible pour les entreprises qui s'engagent dans la vertu écologique de ne pas le faire en surperformant en termes de coûts? Il faut, c'est un partage des coûts à faire, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a un coût, mais c'est le prix de ce qu'on ne payait pas avant, en fait, hein. En économie, on parle de coût d'opportunité, c'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'on laisse le climat se dégrader, et cetera, effectivement, on a des pseudo-bénéfices parce qu'on ne paye pas ce qu'on devrait payer. Donc il faut aussi voir les choses comme ça, c'est-à-dire que c'est un rééquilibrage, c'est pas subir un coût supplémentaire, c'est plutôt rééquilibrer les choses pour que le coût d'opportunité dans quelques années, quand le monde sera à plus 2 degrés ou plus 3 degrés, ne soit pas insupportable, parce que c'est les plus pauvres qui subissent ce coût-là, en fait, quand les politiques ne sont pas mises en œuvre. Un exemple typique, quand vous avez des catastrophes écologiques, par exemple l'ouragan Katrina, ce n'est pas les populations les plus riches qui en subissent le coût le plus élevé, puisqu'elles ont les moyens de se protéger en amont de la catastrophe. Quand on a vécu l'épisode en France de la canicule, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens de se protéger de la canicule, qui sont les personnes qui sont dans les situations sociales les plus défavorisées, qui en subissent le coût. Donc voilà, il faut aussi voir les choses comme ça. Et la réponse pour l'entreprise, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, réfléchir à comment partager les coûts pour simplement rééquilibrer ce qui doit l'être. Ça veut juste dire sur la question précédente que le politique, sans avoir à intervenir directement sur ce que fait l'entreprise, il a pour vous l'ardente obligation de revoir une fiscalité qui prend en compte les externalités négatives des entreprises. Oui, oui, mais je pense que le politique a aussi à intervenir, puisqu'il y a ce problème de responsabilité politique. Donc, il ne peut pas être absent de ce sujet-là, pas du tout. Il doit intervenir, et il doit intervenir en comprenant bien les enjeux. Il doit aussi intervenir, évidemment, en matière de fiscalité, puisque ces inégalités environnementales, elles sont aussi cumulatives avec les inégalités sociales. Donc, les gens qui souffrent d'une situation de précarité vont subir doublement, ça va être la double peine avec les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, c'est vraiment indispensable. Et les crises partagent des causes communes, hein. Les crises sociales et les crises écologiques partagent des causes communes. Souvent. Charlotte Roule, on va mettre en regard ce que vient de nous dire Patricia Criffo. Vous êtes directrice de stratégie du groupe Engie, qu'on peut qualifier de très grosse PME, pour reprendre la segmentation de Patricia. Vous êtes vraiment au cœur du réacteur, en tout cas au cœur de l'équation, parce que vous êtes un groupe qui émet énormément de CO2, mais pour les besoins les plus vitaux au monde, à savoir se chauffer et se déplacer. Donc, ce n'est pas très simple de dire qu'il faut réduire votre activité et puis décarboner du jour au lendemain. Comment est-ce que vous abordez cette insoluble équation qu'on a en titre de table ronde? Justement, pour nous, elle est pas insoluble. Et alors, autant j'aime pas les expressions un peu tarte à la crème qu'on utilise en entreprise, faire d'un défi une opportunité, mais en l'occurrence, c'est vraiment ce qu'on a choisi de faire à Engie. Et il y a quelques années, excuse-moi, on s'est tourné vers une ambition d'aller vers la neutralité carbone. Et donc ça, finalement, ça guide toute notre action, toute notre activité. Et ce que disait Patricia fait complètement écho à ce que nous faisons. Alors, comment on résout cette équation? Comment on l'aborde déjà? Finalement, on va se positionner vis-à-vis de nos clients, pour commencer. Alors, l'activité de client, de vente d'électricité et de gaz aux clients particuliers, ce n'est pas la plus grosse activité d'Engie, mais pour autant, il y a un réel accompagnement sur ces sujets-là pour bien comprendre ce qu'est sa consommation, comment on peut la piloter, comment on peut la réduire. Est-ce qu'il y a des aides aux travaux qu'on peut avoir sur des questions de rénovation énergétique, de changement d'équipement? Et finalement, comment, au bout du compte, on arrive à gérer cette partie-là en tant que client particulier. Il y a tout un volet sur les clients industriels et je viens un peu sur le modèle économique. Quand on accompagne des clients industriels vers la neutralité carbone ou en tout cas vers moins d'émissions de gaz à effet de serre, on va s'interroger sur leur consommation, leurs équipements et potentiellement changer certains équipements. Et il peut tout à fait nous arriver de prendre en charge ces changements-là en disant OK, on va payer, mais on met en place un contrat de long terme entre nous. Il y aura des économies et finalement, on va pouvoir partager cette valeur-là entre le client qui bénéficie d'une partie des économies et l'énergéticien, en l'occurrence nous, qui peut se rémunérer sur l'investissement qu'il a fait.
Et puis, je voulais également ajouter un point sur ce sujet. Et il y a beaucoup d'autres sujets qu'on va pouvoir explorer, mais nous vendons de l'électricité et du gaz, mais nous sommes aussi gestionnaires d'infrastructures. Alors, je précise sur la question du gaz qu'on ne produit pas de gaz, hein, on est vraiment dans l'infrastructure, mais du coup, ça appelle pour nous une responsabilité, sinon clairement sur le volet décisionnel qui effectivement appartient aux politiques, il me semble, au moins sur l'approche de conseil qu'on peut apporter et sur le diagnostic qu'on peut faire sur le système énergétique. Alors, juste pour fixer un peu les idées, et justement sur la question de quels coûts sont devant nous, qu'est-ce qu'on peut éviter, qu'est-ce qui doit être fait. Si on regarde ce qui se passe à horizon 2030, et pour nous, c'est vraiment l'échéance qui est importante, parce qu'on raisonne souvent à 2050, mais 2050, c'est très loin pour nous tous. 2030, c'est maintenant qu'il faut faire changer, évoluer le système énergétique. Donc, si on regarde à horizon 2030 sur l'Europe de l'Ouest, hein, je prends vraiment une toute petite partie, on aura 65 gigawatts de capacité électrique qui vont sortir du mix, soit parce qu'elles sont trop anciennes, soit parce qu'il y a eu des décisions de sortie du charbon, du nucléaire. Alors, évidemment, la période actuelle bouleverse un peu tout ça, mais enfin, ça vous donne une idée. Alors, je conçois qu'on ne soit pas familier de ces unités que j'emploie, mais juste pour vous donner une idée, c'est plus que le parc nucléaire français. 65 gigawatts qui disparaissent du mix électrique, du mix de production électrique européen. Et en regard, on aura des renouvelables qui vont se mettre en place, mais qui vont finalement avoir une intermittence qui n'est pas si évidente que cela à gérer. Et finalement, notre message, c'est celui-là, sur le mix énergétique. Et alors, c'est le premier message déjà. On doit aborder l'énergie sous forme de mix énergétique et pas de mix électrique. La transition écologique, la transition énergétique, elle va passer par une électrification plus grande des usages, mais pour autant, tout ne sera pas électrique. Il y a des usages qui sont difficiles à électrifier. Le gaz a encore sa place, et il a d'autant plus sa place, et j'en viens à mon point sur les infrastructures, que les infrastructures sont en place, sont amorties. Et ce qu'on a essayé de voir, on travaille beaucoup par scénario. Alors, quand on travaille sur des scénarios, il faut aborder tout cela avec la plus grande humilité, hein. On ne parle pas de prévision, mais plutôt de projection. On fait différents scénarios. Mais ce qu'on observait pour la France, si on se refocalise sur la France, c'est qu'à horizon 2050, on pourrait économiser de l'ordre de 14 milliards d'euros par an sur les coûts de cette transition écologique, énergétique, hein, pardon, je focalise sur l'énergie, justement en utilisant des infrastructures qui existent déjà, en les convertissant, parce qu'en revanche, le gaz, il doit se décarboner, hein, donc l'idée c'est d'utiliser du gaz renouvelable, donc du biométhane, mais aussi du gaz décarboné, du e-méthane, et j'y viendrai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, donc une approche client et une approche gestionnaire d'infrastructures avec une vision peut-être plus globale, mais qu'on peut partager avec les autorités pour leur permettre de décider. Alors, comme je vois de l'incertitude qui arrive sur certaines réactions dans la salle, donnez-nous un ou deux exemples tangibles de la manière dont on décarbone du gaz. Alors, quand même. Alors, déjà, on commence par le produire. Donc, je disais qu'on n'était pas producteur, et justement, c'est un sujet sur lequel on essaye d'évoluer en produisant du biométhane. Donc, le biométhane, vous avez plusieurs façons de le produire. Je mentionnerai la méthanisation qu'on appelle 1G. Donc, finalement, c'est de la méthanisation de déchets humides. On va travailler avec l'agriculture, en fait. Et donc, ça, ce sont des projets qui sont très intéressants, complètement ancrés dans les territoires, et qui suppose une appropriation. Parce qu'effectivement, sur tout ce qui est énergie renouvelable, élec ou gaz, on peut avoir une forme de difficulté, d'acceptation de ce type d'énergie. Quand en revanche, on travaille bien en amont et que l'intérêt est perçu pour le territoire, parce qu'on va typiquement alimenter en chauffage la ville ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple. Après, on va sur des choses dont l'industrialisation est encore à démontrer. Et par exemple, je prendrais le biométhane 2G, où là, on va être sur des choses un peu plus complexes, mais qui sont intéressantes parce qu'on parle finalement de traitement de déchets. Et donc de procédés un peu plus compliqués, mais qui sont intéressants et qui permettent de produire, là encore, du gaz qui est dit renouvelable. Et puis, peut-être un dernier point, toujours pour rester sur cette question du gaz, parce que je comprends qu'elle soit un peu étonnante. On peut travailler sur du méthane de synthèse. Et finalement, c'est un des messages aussi, réfléchir à notre consommation, nos usages énergétiques, c'est aussi se donner l'opportunité de développer de nouvelles filières industrielles. Aujourd'hui, Engie, pour vous donner un exemple, travaille avec CMA-CGM sur la décarbonation du transport maritime, et justement sur cette question du méthane de synthèse pour alimenter les gros bateaux de CMA-CGM. Alors, on vient de voir dans un premier temps avec Patrice Écrifo qu'évidemment, il y a un arbitrage à faire entre
le politique et les entreprises pour décarboner, s'adapter au dérèglement climatique. Je crois que c'est une litote de dire que le secteur sur lequel vous exercez est un secteur très réglementé, hein, et la crise ukrainienne nous le rappelle de façon paroxystique. Comment est-ce que vous voyez la responsabilité, le partage des responsabilités dans les années à venir entre le politique et les industries? Est-ce que vous vous faites à l'idée que peut-être les politiques vont vous imposer encore plus de choses? Ah bah, enfin, après, nous, on est engagés dans la transition énergétique, donc ça nous va très bien si on pousse encore plus loin sur ce sujet-là. Non, si je réfléchis, si je me pose un peu sur cette question, vraiment, enfin, la transition énergétique, pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Et pardon, parce que là, je retire un peu ma casquette NJ, c'est vraiment à titre personnel et compte tenu des expériences que j'ai pu avoir, des pays où j'ai pu vivre, je pense que c'est un impératif. Et donc, j'ai mon côté candide qui ressort et qui se dit, finalement, on n'a même pas besoin je dirais, d'objectifs politiques. Tout ça devrait être naturel. Bon, la réalité, c'est que ça ne l'est pas. Et donc, effectivement, l'impulsion politique, elle est absolument majeure parce qu'elle donne un cap, elle donne une forme de visibilité, de prévisibilité qui est très importante pour les entreprises. Elle donne aussi finalement une forme d'alignement de marché. La question de s'engager dans la transition énergétique pour certaines entreprises, alors nous on a fait ce choix résolu maintenant, je pense que c'est même plus une question depuis bien longtemps, mais pour certaines qui hésiteraient, la question ça va être effectivement la compétitivité. Donc les travaux de Patricia sont à cet égard très intéressants parce qu'ils montrent que finalement la compétitivité n'est pas nécessairement dégradée, au contraire, mais il peut y avoir ce type de réserve et avoir une impulsion étatique ou, si je prends l'exemple de l'Union européenne, hein, parce que nous, on va raisonner sur une plaque plus large, finalement, ça donne le cadre et les règles du jeu sur le marché. Après, les entreprises, leur rôle, c'est de délivrer, c'est d'exécuter et éventuellement d'aller plus loin. Aller plus loin, je dirais, sur plusieurs aspects. D'abord, la question, je l'évoquais, de réfléchir, d'innover, parce qu'on parle de domaines sur lesquels il va falloir inventer énormément de choses. Aujourd'hui, on a des éléments, des technologies qu'on connaît, on sent bien qu'il va falloir aller plus loin sur la question du stockage de l'énergie, sur la question peut-être de la capture et du stockage de CO2, sur la question, je l'évoquais, des gaz renouvelables, même si ça a suscité quelques interrogations. Mais donc, vous voyez bien que tous ces éléments-là sont des éléments sur lesquels on peut travailler plus avant. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a aussi le fait d'entraîner, parce qu'une entreprise ne travaille pas seule, elle a des partenaires, et d'entraîner finalement ses fournisseurs avec elle. Nous, on a eu l'occasion de travailler avec des fournisseurs de grosses entreprises qui devaient se décarboner parce que sinon ils perdaient le contrat avec leur principal mandant. Et donc, il y a vraiment cet effet d'entraînement qui est extrêmement intéressant et sur lequel on peut accompagner. Et puis, dernier point, je mettrais peut-être un secteur un petit peu à part. Alors, ce sont peut-être des entreprises, moi je les positionne un peu particulièrement. Il y a l'importance de la responsabilité des banques aussi. Nous, on a beaucoup travaillé chez Engie sur la finance verte, mais je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ces sujets de financement. Quand les banques commencent à refuser de financer des équipements polluants, du charbon, hein, pour aller sur ce sujet tout simplement, ça change. Ça a un vrai impact. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité on a tous une responsabilité, on doit jouer notre rôle et ça peut bien s'imbriquer. Et sur le dernier point, je renvoie toute la salle aux travaux de Lucie Pinson, qui a gagné le prix Goldman, qui est l'équivalent du Nobel de l'environnement, pour ses travaux où effectivement elle débunk, pour parler toujours en bon français, parce que Patricia vous parlait de greenwashing, éco-blanchiment, et c'est vrai que certaines banques, y compris certaines banques tricolores, étaient assez fortes en la matière, et elle peut montrer comment elles se sont illustrées sur ce sujet. Pour amener directement le débat dans le vif du sujet sur cette question fin du monde, fin du mois, la manière la plus certaine d'éviter la fin du monde et l'aggravation climatique par rapport à l'énergie, c'est de se rappeler que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'emploie pas. Et avant d'essayer d'innover, d'aller vers vraiment davantage de sobriété, ce que nous rappelait encore le rapport du GIEC cette semaine, il y a un mot qui est un tout petit peu tabou dans les cercles entrepreneuriaux, c'est le mot de décroissance. Peut-être là aussi, comme pour Friedman, parce qu'il est mal compris, on y voit une amputation quand c'est plutôt un régime. Est-ce qu'un groupe comme le vôtre peut piloter ou planifier une forme de décroissance? Alors, je qualifierais plutôt ça de transformation, en fait. Mais je vous rejoins sur le fait que la décroissance est souvent mal interprétée et mal comprise. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à creuser un peu ces travaux-là pour ceux qui n'en sont pas familiers. Le terme est choquant, la réalité derrière est intéressante.
Donc, pourquoi je parle de transformation? J'évoquais la transformation du mix énergétique. Nous, on s'est engagé complètement là-dedans avec un engagement de neutralité carbone pour l'entreprise, pour Engie, à 2045. Concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par des engagements sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on vise 43 millions de tonnes d'équivalent CO2 à horizon 2030. On était à 75 en 2019, on est à 67 à fin 2021. Donc, on travaille vraiment là-dessus. Complètement lié à ce sujet-là, il y a le développement de la production d'électricité renouvelable. Donc, vous allez me dire, je suis toujours pas en train de décroître, mais n'empêche, on produit de l'électricité renouvelable et l'objectif, c'est d'avoir un mix qui est de plus en plus riche en électricité renouvelable, 58% visé à 2030 et finalement, à 2021, on était à 34% pour 27% à 2019. Donc, on progresse et ça demande énormément de travail, de mise en service, de mise en cohérence. Mais il y a aussi la sortie du charbon et c'est là où j'en viens à cette question de potentiel décroissance. Sortir du charbon, c'est un engagement que nous avons pris donc pour l'Europe à 2025, pour le monde, enfin toutes nos activités à 2027. Ça veut dire aussi qu'on doit accompagner nos parties prenantes. Si je prends l'exemple du Chili, aujourd'hui, on a un portefeuille en termes de production d'énergie près de 2 gigawatts, en fait, pour le dire plus simplement, qui est constitué à 60% de charbon. Sortir comme ça, en disant, bon, bah, on s'en va, on arrête le charbon. Alors, bon, il y a plusieurs options. Soit quelqu'un le rachète, donc ça ne change rien. Enfin, en termes de climat, effectivement, pour nous, ça change le portefeuille, mais bon, voilà. Soit on commence à transformer ce portefeuille et c'est vraiment notre ambition. Donc nous, l'idée, c'est d'aller vers un portefeuille qui se transforme, qui sera plus important puisqu'encore une fois, le renouvelable, je l'évoquais, est soumis à intermittence. Donc là, on vise de l'ordre de 3,5 gigawatts avec, au lieu du charbon, du renouvelable. Et donc, il y a tout un travail qui est mené aussi avec les autorités, parce que sur cette question de décroissance, alors qui en général d'ailleurs concerne plutôt les pays bien ancrés dans la croissance de long terme, mais il y a ce sujet de est-ce que je prive les consommateurs d'énergie? Et en fait, autant nous, on aime donner à nos clients les moyens de contrôler leur consommation, de la comprendre déjà, de la contrôler, voire de la réduire, autant décider qu'à un moment donné, il y aura des coupures, c'est clairement quelque chose vers quoi on ne s'oriente pas. Et puis toute la crise, justement, nous conduit à devoir gérer ce type de difficultés de façon très, très cruciale en ce moment. Patricia, est-ce que vous partagez ces propos sur la décroissance? Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour une entreprise de se positionner là-dessus, mais en début d'année, à partir du moment où la Chine a décidé d'arrêter le minage du Bitcoin et de délocaliser l'activité de minage de Bitcoin au Kazakhstan, il y a eu des coupures d'électricité très importantes quotidiennes qui touchaient y compris les hôpitaux kazakhs, parce que le minage du Bitcoin demande une énergie trop importante. Il y aurait évidemment, on pourrait peut-être corréler la décroissance à la question de l'utilité sociale et se dire que comme dans le cas du Bitcoin, elle est relativement discrète, on pourrait entamer une décroissance forte là-dessus et évidemment pas sur ce qui concerne les activités de santé ou d'éducation, par exemple. Alors, la question de la décroissance en économie, elle renvoie à deux choses. D'abord, une opposition un peu idéologique, en fait, entre ceux qui considèrent que la préservation de l'environnement peut être faite dans le modèle dans lequel on est engagé et qu'il suffit de trouver les bons instruments, les bons outils, que ce soit des outils réglementaires, incitatifs ou des outils plutôt d'autorégulation comme la RSE, etc. Donc, on peut dire ça, c'est l'économie un peu mainstream dominante. Et puis, la décroissance, elle arrive à l'opposé du courant de l'écologie économique qui considère que fondamentalement, c'est impossible de concilier deux choses, préservation de l'environnement et croissance économique, et qu'il faut faire un choix. Donc, quand on a une opposition comme ça idéologique assez forte, on a derrière aussi des courants de pensée qui vont s'opposer sur la manière de résoudre la question. Moi, je pense que pour dépasser un petit peu ce clivage qui est difficile à penser autrement que dans l'opposition, un moyen d'aller les rendre un peu compatibles, ces deux courants, c'est de réfléchir aux usages, de réfléchir aux comportements individuels, donc de sortir un petit peu du prisme de l'entreprise, parce qu'on voit bien, et Charlotte l'a bien montré, c'est que comment, au nom de quoi une entreprise va décider telle coupure ou pas, à quel moment, pour quelle population, enfin voilà, dans quel contexte, c'est compliqué, c'est vraiment une décision du ressort politique. Et puis, est-ce que ça va être accepté ou pas? Il faut arriver
à ce que les comportements individuels changent, qu'on passe à plus de sobriété et que la décroissance en découle en fait, non pas comme une espèce d'injonction morale suprême qui va se heurter à cette espèce d'impossibilité que je mentionnais tout à l'heure, mais plutôt comme vraiment un choix. Il faut aider aussi les ménages à aller vers ce modèle-là. On n'a pas le choix, en fait, quand on réfléchit notre impact environnemental de manière très générale, très agrégée à l'échelle macroéconomique, c'est le produit de 3 grands facteurs. La taille de la population, c'est-à-dire vraiment qui est concerné par les modèles de consommation dont on parle, l'efficacité énergétique et le mix énergétique, et puis les modes de vie. Donc si on ne veut pas contrôler la taille de la population parce qu'on ne va pas avoir des politiques natalistes drastiques, si on se rend compte qu'avec les débats sur l'efficacité énergétique, le mix énergétique, ça peine, ça met du temps à devenir, il faut que les comportements changent aussi. Il faut que les modes de vie changent et voilà, c'est une manière de réconcilier un peu ces deux visions. Mais on est actuellement en train de fêter les 50 ans du rapport Meadows sur les limites à la croissance qui disait l'axiome assez classique selon lequel on vit dans une planète aux ressources finies, donc il ne peut pas y avoir de croissance infinie. On peut renvoyer évidemment aux consommateurs et il faut que tout le monde prenne sa part, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'irrationalité de la part de certaines entreprises, pas toutes, hein, mais certaines qui sont dans le mythe de ce qu'on appelle l'illimitisme. Par exemple, Jeff Bezos dit, en fait, le problème, ce n'est pas la quantité d'énergie qui est employée par chacun, mais d'accroître le total d'énergie. C'est-à-dire que lui, il part du principe qu'on pourra toujours augmenter, quitte à aller chercher cette dernière sur Mars. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des représentants du monde économique qui sont comme ça, et Jeff Bezos étant pas tout à fait marginal en termes d'hypercroissance de sa propre entreprise? C'est un peu le retour du politique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est, il a une responsabilité politique quand il dit des choses comme ça et quand il les fait, quand il les met en œuvre. Et c'est tout à l'heure quand je disais que l'État ne peut absolument pas être absent de tout ça, c'est bien aussi à ce niveau-là. Si voilà, certains dirigeants ne prennent pas cette responsabilité politique-là ou la prennent dans un sens totalement contraire aux enjeux et à la nécessité de lutter contre cette urgence climatique, voilà, c'est aussi aux régulateurs d'aller intervenir, quoi. Alors, Jeff Bezos, et donc question ouverte pour vous, parce que vous n'avez pas employé le mot de compensation. Jeff Bezos, il expliquera qu'en fait, tout va bien parce que son entreprise elle-même sera carbone neutre d'ici quelques années, parce qu'il compense énormément en achetant des forêts primaires, en achetant des crédits carbone sur d'autres marchés. Un de vos collègues polytechniciens, Jean-Marc Jancovici, disait dans une revue de référence, puisque c'est Ouzbek Erika, qu'un dirigeant d'entreprise prenant la question du dérèglement climatique par le prisme de la compensation commettait une faute stratégique majeure. Est-ce que vous êtes d'accord avec Janco? Alors, je ne suis pas toujours, voire pas souvent d'accord avec Janco. Enfin, ouais, il y a des points sur lesquels il a des analyses particulièrement éclairantes et puis d'autres un peu moins. Là-dessus, sur la question de la compensation, il a raison. C'est-à-dire que je n'ai pas une position idéologique là-dessus. Je pense simplement qu'il faut avoir la culture de l'impact. Qu'est-ce que c'est que la culture de l'impact? C'est que il faut démontrer qu'on a un impact, en fait. Et là, ça change totalement le prisme. Est-ce que les mécanismes de compensation, est-ce que acheter telle ou telle portion de forêt ou pas, ça effectivement lutte contre le changement climatique ou pas? Il faut être capable de le démontrer. Et là, l'analyse économique, elle a des outils extrêmement bien faits, extrêmement développés depuis des décennies, en fait, dans l'analyse d'évaluation d'impact. C'est vraiment important de démontrer que c'est parce qu'on a adopté telle stratégie ou tel investissement ou tel choix de pratique qu'on a fait changer les choses. Ce n'est pas juste dire est-ce que j'ai contribué ou pas à la lutte, c'est nous démontrer qu'on a bien fait réduire l'empreinte carbone et que si on ne l'avait pas fait, ça se serait passé autrement. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de choses en matière de compensation carbone n'ont absolument aucun impact. On est incapable de démontrer l'impact à une échelle suffisante. Ou alors parce qu'on n'a pas développé la méthodologie et on n'a pas cette culture-là de l'impact. Donc, je suis assez mitigée sur la question de la compensation pour cette raison-là. Les programmes de compensation qui démontrent leur impact, je n'ai pas de problème. Ceux qui ne le démontrent pas, j'ai plus de problèmes. Charlotte, sur cette question de la compensation, qui est un peu la version moderne des indulgences, qui permet aux entreprises d'aller au paradis des entreprises vertueuses sans avoir à agir tant que ça, juste en
en payant. Vous ne l'avez pas cité dans les stratégies de décarbonation du groupe Engie, donc c'est… Non, en fait, parce que nous, on est effectivement sur ce sujet d'impact, à tel point d'ailleurs que en autre engagement, comme je le disais, on accompagne nos clients sur la décarbonation et on s'est fixé des objectifs de réduction, enfin, de tonnes de CO2 évitées pour nos clients par an. Donc aujourd'hui, on est à 26 millions de tonnes de CO2 évitées grâce à nos produits, enfin équivalents. Et en fait, pour travailler là-dessus, et c'est pour ça que je voulais mentionner cet exemple-là, on a dû établir une méthode, parce qu'il n'y avait pas de méthode pour vraiment qualifier pour nos clients, finalement, c'est quoi les tonnes de CO2 équivalents qu'ils émettent et donc qui seraient évitées. Et donc, on a travaillé avec notamment Saint-Gobain, la Fondation Solar Impulse, pour mettre en place une méthodologie qui soit commune à plusieurs acteurs, donc pas juste notre méthodologie dans notre coin, et que du coup, on puisse travailler là-dessus et à partir de là, mesurer l'impact et continuer à voir qu'on progresse ou pas. Alors, on fait de la compensation très à la marge, en fait, sur des questions de déplacement, mais c'est vraiment très à la marge. Nous, au cœur de notre action, effectivement, c'est pas la compensation, c'est vraiment comment je transforme l'entreprise, comment je transforme le mix énergétique et comment j'accompagne mes clients dans tout ça. Alors, pour ne pas oublier la question de la fin du mois, dans la première table ronde, Vincent est souvent revenu aux différences de classe. En ce qui concerne l'énergie, c'est particulièrement prégnant. En ce moment, à la faveur de la crise, on nous explique que pour sauver la démocratie, il faut faire nos lessives la nuit et surtout chauffer moins, ce qui est un luxe que nombre de ménages peuvent s'offrir, mais ceux qui vivent dans des appartements moins bien chauffés, etc., on ne va pas leur dire de baisser le chauffage alors qu'ils vivent déjà dans des appartements à 17. Comment s'assurer que la transition que vous allez porter, elle puisse être juste socialement? C'est pas pour sauver la démocratie, c'est pour sauver le système de transport électrique et la question gérer la question de la pointe. Mais en effet, on a un vrai sujet derrière et c'est en cela que je disais, on peut nous apporter des éléments aux décideurs politiques pour apprécier le coût de la transformation. Et donc notre approche, alors de nouveau, je vais reprendre deux ordres, hein, la partie vraiment client et comment on accompagne les clients. Et là, on retrouve le politique. Je rejoins complètement Patricia sur des sujets comme cela, à la fois de façon macro et pour le client, il va y avoir une intervention et vous avez probablement en tête qu'il y a un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour protéger justement les ménages les plus modestes. Derrière, il y a un vrai travail à faire. Alors, on évoquait cette question d'efficacité énergétique, de travaux de rénovation. Ça, c'est une grosse difficulté. Pour moi, c'est une grosse inconnue aussi dans les travaux qui sont menés en France aujourd'hui, dans les hypothèses qu'on prend en se disant ça va arriver. En fait, ça arrive pas assez vite, très clairement, et c'est pas si simple, donc je ne jette la pierre à personne. Et donc, second volet, la partie système énergétique global, comment on s'assure qu'on transforme le système énergétique au meilleur coût, c'est-à-dire qu'il y a quand même un coût. Je pense qu'on est sorti de cette logique où on disait la transition énergétique, c'est génial, c'est de la croissance verte, ça créera plein d'emplois, c'est vrai, mais c'est aussi des coûts. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est d'être alors, le plus fin possible, encore une fois, j'aborderai ce sujet avec humilité. On fait des scénarios, ce sont plutôt des projections que des prévisions, il y a plusieurs scénarios, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de tout pour la transition énergétique et tout ce qui fonctionne et idéalement est amorti et fonctionne bien, il faut en bénéficier. Donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à gérer de façon plus macro la question des coûts. Il y a une question qui arrive pour vous sur ce sujet, j'arrive à vous juste après. Comment faire pour pousser les ménages à modifier leur mode de consommation, notamment les ménages les plus modestes? Et là encore, il faut tordre le cou à une idée reçue. En fait, on sait que c'est quand même les milieux les plus aisés qui consomment le plus d'énergie et qui émettent le plus de CO2. Et c'est plutôt eux, en fait, qui vont justement souscrire ce type d'offres en disant, voilà, on a des offres pour nos clients du type ma conso, etc. Donc, pour comprendre quelle est notre consommation, comment on peut finalement, quel impact quand on baisse du fameux 1 degré le chauffage, comment on peut piloter à distance, etc. Effectivement, c'est non seulement ceux qui consomment le plus qui sont avisés, mais de fait, c'est eux effectivement qui vont souscrire à ce type d'offre. La question des ménages plus modestes, elle est déjà effectivement, comme vous le soulignez, de se chauffer quand on parle du chauffage. Vous vouliez peut-être prendre cette question, puis j'en ai une autre pour vous après sur le GIEC, mais comment est-ce que vous avez noté est-ce qu'il y a une martingale pour pousser les ménages à modifier leur consommation de façon… On travaille dessus, on réfléchit, on essaye de comprendre quels sont les outils disponibles. On s'aperçoit que pour les ménages les plus modestes, ce n'est pas les outils plutôt proches de la fiscalité qui
qui sont adoptés. Donc, est-ce qu'on ne peut pas agir sur d'autres choses? Moi, j'ai un projet je n'ai pas encore de résultats à vous montrer, mais je pense que c'est vraiment un sujet majeur, comment modifier les comportements. Et j'ai un projet en cours là-dessus. En fait, on a sur le campus de l'école un bâtiment qu'on appelle entre guillemets intelligent et qui est notre démonstrateur de la transition énergétique, dans lequel c'est un bâtiment dans lequel on loge les étudiants de licence de l'école et du coup on essaye donc il est équipé de tout un tas de technologies assez avancées et là on est en train de développer un programme pour voir quels sont les types d'incitations qu'on peut mettre et voir quel va être l'impact sur les comportements à un niveau vraiment très micro, très individuel, en prenant en compte des enjeux qui sont liés au type de messages, de signaux qu'on leur envoie, le type d'outils à leur disposition. Est-ce que quand on leur donne accès à une application où ils peuvent piloter eux-mêmes leur consommation énergétique, si cette application est hyper sophistiquée ou pas, est-ce que quand elle est disponible ou pas, est-ce que ça change? Voilà, donc voilà, j'ai pas encore de résultats. Le programme commence tout juste, mais l'idée c'est aussi ça, d'essayer d'en faire la preuve un peu sur le terrain. Avec, pardon, je me permets peut-être Vas-y. un complément qui est que du coup, le programme va se faire sur des étudiants et on évoquait tout à l'heure la question de, alors c'était dans un autre cadre, mais de gap générationnel potentiellement. Et c'est vrai qu'autant on voit bien l'appli comme étant un truc très ludique, sympa pour des populations aisées ou jeunes ou les deux, mais effectivement, du coup, il y aura probablement un moment donné à voir comment on peut déployer ça plus largement, parce que je pense aussi qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. La question du numérique et de l'accès à ces technologies-là aussi pose un sujet majeur. Éternelle question quand on parle d'écologie et d'environnement, ouverte pour toutes les deux, celle de la tonalité à adopter pour faire changer. C'est-à-dire qu'on voit que si on est trop catastrophiste, trop alarmiste, on arrive à ce qu'on appelle en bon français le whataboutism. De toute façon, puisque c'est foutu, autant faire un tour en SUV avant d'aller consommer un barbecue. Et à contrario, si on est trop léger, on peut entretenir une forme d'inaction. Un de vos collègues à l'école polytechnique, Michael Fossel, vient d'écrire un livre sur la défaite du plaisir, où il dit qu'au fond, l'écologie politique n'arrive pas à triompher parce qu'elle a une tonalité un peu trop sermonnante. Il dit que voilà, il y a les nouveaux curés verts qui disent bon maintenant ça suffit, il faut couper l'eau, il faut faire ci, il faut faire ça, et l'injonction n'est pas toujours efficace, ce que nombre de jeunes parents savent. Tout à fait. Donc voilà, moi je suis économiste, je crois à la théorie des incitations et mes enfants me montrent que ça marche aussi. Voilà, pour rebondir sur la plaisanterie. Mais oui, effectivement, ce sujet un peu normatif là pose question. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre et pas simplement comprendre, mais vraiment s'emparer du sujet, que tout le monde considère que c'est son sujet à lui et que c'est pas simplement une injonction qui vient d'en haut, qui vient d'ailleurs, c'est hyper important. Moi, je suis prof, donc je pense qu'une des pistes et une des clés, c'est quand même l'éducation. Il faut que ces sujets-là soient enseignés à tout le monde. Aujourd'hui, voilà, dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, partout, les gens n'ont pas forcément la formation sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper important si on veut transformer l'économie en profondeur, quoi. Je partage complètement. En fait, je pense qu'il y a un gros sujet d'éducation, effectivement, pour comprendre ce dont on parle et comprendre sans catastrophisme, mais avec lucidité, parce que quand même la situation est loin d'être rose. Donc, il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc, ce volet éducation est important. Il y a un volet appropriation. Enfin, nous, on le voit sur les projets, sur le terrain. Ça fonctionne beaucoup mieux quand on passe du temps avec. C'est une évidence, hein, mais je veux dire, quand on passe du temps avec les parties prenantes sur place pour leur faire comprendre le projet, pour qu'elles voient l'intérêt qu'il y a pour elles, pour créer des emplois, en fait, hein, aussi. Et ça aide énormément parce qu'on n'est pas sur une logique de vous devez accepter parce que c'est bien, parce que c'est du renouvelable. Donc, sous-entendu, si vous n'acceptez pas, c'est que vous êtes dans le refus, c'est très négatif. Non, en fait, le sujet, c'est on va construire ensemble, on va s'approprier ensemble le projet. Peut-être qu'il va falloir d'ailleurs le faire bouger un petit peu ensemble, hein, mais il y a cette partie-là qui me semble aussi extrêmement importante. Et une autre question qui arrive à distance, question du niveau d'engagement nécessaire à mettre en œuvre. Le GIEC est très alarmiste, peut-être plus encore dans son dernier rapport que le précédent, ce qui constitue déjà en soi un exploit. Comment dépasser les discussions et agir concrètement à un horizon beaucoup plus proche
qu'initialement annoncés par les entreprises. Et d'ailleurs, Charlotte, vous mentionniez 2030 et plus 2050 comme horizon. Je sais que c'est un peu le mantra de toutes les conférences TED de dire qu'il faut faire de la contrainte une opportunité. Ça a l'air d'être un peu une tarte à la crème, mais là, on voit quand même à l'aune de la crise ukrainienne, c'est-à-dire quand on est mis au pied du mur de changer de mix énergétique en peu de temps, qu'on peut réussir à ne plus se projeter en 2050 et réaliser ce qu'on pensait encore impensable la veille. Ouais, on y arrive, on l'a vécu aussi pendant la pandémie, hein, du jour au lendemain, voilà, un arrêt brutal des activités qui redémarre après. On peut agir en fait. Donc, moi, j'ai pas du tout une vision catastrophiste. Je suis d'un naturel optimiste, donc je pense que c'est possible. L'actualité dramatique qu'on vit nous montre que c'est le cas, mais elle souligne aussi les problèmes de passagers clandestins qui sont derrière, problème avec l'Allemagne notamment, c'est compliqué, etc. Donc, il faut avoir une vraie volonté politique aussi de résoudre ces contradictions, ces paradoxes, et puis voilà, parfois ces comportements aussi trop passagers clandestins, quoi. Et de les résoudre ensemble, parce qu'effectivement, enfin, moi j'ai une conviction chevillée au corps qui est que l'Europe, c'est une chance pour nous. Donc je conçois qu'il y ait des différences et de systèmes énergétiques et d'approches potentiellement dans le cadre de cette crise. Elle nous montre que c'est possible de changer, elle nous montre que on peut accélérer. Après, il y a encore beaucoup de boulot, hein. On n'est pas sorti de la crise. Alors, les Ukrainiens le savent bien mieux que nous, malheureusement, mais même sur le volet énergétique pour l'Europe, on n'est pas encore sorti, hein. On va aussi pouvoir prendre des questions dans la salle s'il y en a, mais là j'ai une question typiquement économiste, Patricia. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'appliquer la sobriété aux biens communs, à savoir l'énergie, l'eau, la biodiversité, au matériel et aux vivants. Pourquoi est-ce qu'on n'y parviendrait pas en imposant des normes comptables aux biens communs comme l'IFRS s'est imposé dans le domaine de la gestion économique et financière? Est-ce que tout peut passer par de la compta? Alors, c'est pas tout peut passer par la compta, c'est qu'il faut que ça passe par la compta, parce que ce qu'on ne mesure pas, on n'agit pas dessus. Donc, là, je suis totalement d'accord. Il faut absolument progresser. C'est en cours, d'ailleurs, les débats sur les normes comptables sont en train d'avancer là-dessus. Il y a un débat transatlantique entre les Américains et les Européens. C'est aussi un sujet vraiment majeur de géopolitique. Alors, en période de guerre, comme on l'a vu aujourd'hui, ça paraît totalement dérisoire de penser que les chiffres et la comptabilité sont un sujet politique et géopolitique majeur, mais ça l'est en fait. Et fort heureusement, des initiatives internationales sont en train de voir le jour. Je veux dire, il y a ne serait-ce que quelques mois ou quelques années, si on avait pensé que les Américains seraient capables de dire voilà, à la bourse aux États-Unis, il faut maintenant pouvoir divulguer ces informations extra-financières, on aurait dit mais non, c'est impossible, c'est vraiment ça, c'est européen, c'est pas américain. Enfin, les choses avancent vite, en fait, très vite aussi en la matière, après des décennies d'attentisme aussi sur le sujet, parce qu'on n'a pas forcément les données disponibles. Le problème maintenant, c'est plutôt de mettre en cohérence ces initiatives sur la comptabilité verte avec les données disponibles à l'échelle des entreprises. Par rapport à la question, donc les biens communs, énergie, eau, biodiversité, la science économique, elle est traversée par un clivage. Il y a deux courants de pensée. Il y a des gens qui pensent qu'on va protéger la nature en lui donnant un prix, et un prix très important qui serait dissuasif pour les entreprises qui la dégraderaient. Et à contrario, des gens comme Elinor Ostrom qui pensent qu'il faut sortir la nature du marché pour la préserver de façon pure et parfaite. Vous seriez Je pense plutôt... qu'il faut faire les deux, en fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre un prix élevé auquel les agents vont réagir, parce que s'il n'y a pas de prix, on voit bien la dégradation qui en résulte, mais il faut que ce prix soit correctement fixé. Et puis, il faut qu'il y ait des réglementations, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des choses qui ne passent pas par un instrument marchand. Il faut vraiment agir sur tous les plans. Et puis, il faut aussi des incitations douces, ce que je disais tout à l'heure, sur comment réfléchir à comment on peut changer les comportements et quels sont les meilleurs moyens qui ne passent ni par le prix, ni par l'injonction, la sphère hors marchand, quoi. Tous ces instruments-là, il faut les mobiliser. Alors j'en ai une pour vous, et s'il y a des questions dans la salle, promis ce coup-ci, je les prends. Il existe des initiatives concrètes pour éduquer au développement durable, comme le Sully-test, initié par des chercheurs de Kedge. Est-ce possible d'imaginer pour une entreprise comme Engie de mettre en formation continue une éducation au développement durable pour tous ses salariés? C'est peut-être même déjà le cas, non? Oui, c'est déjà le cas. Alors, c'est déjà le cas avec des formations qui nous sont propres, mais aussi avec, et je salue son fondateur au passage parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, avec des outils tels que la fresque du climat. C'est avec Rickenbach. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Alors, pour celles et ceux qui nous suivent à distance, première question sur la recherche et développement. On ne sait pas toujours faire son carbone. Comment est-ce qu'un groupe comme Engie arrive à vendre ça à ses clients? Bah justement, c'est un de nos axes de travail très clairement, puisqu'effectivement, ça fait partie de ce qu'on partage aussi. L'électrification, on y croit pour accompagner la transition énergétique, mais elle ne fera pas tout. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le système énergétique français, c'est 25% d'électricité. Et l'objectif, c'est à 2050 d'être, selon les scénarios, et je prends aussi RTE, enfin tout dedans, on serait autour de 50%. Donc on voit bien qu'il y a tout un pan de l'économie qui sera difficile à électrifier, voire qui ne sera pas électrifiable. Donc là-dessus, nous, on travaille effectivement sur ces volets-là, sur ces alternatives qu'on peut proposer aux industriels. Et en fait, ça va être des alternatives qui passent par du gaz, mais du gaz renouvelable ou décarboné, notamment. Hein. Donc j'évoquais le biométhane, mais il y a la question du méthane, la question du gaz avec de la capture de CO2 réutilisés ou stockés. Donc tous ces sujets-là, ils sont en cours de travail et par ailleurs, on s'est engagé dans ce qu'on appelle, en bon français, décidément, ce sera le thème de la session, la First Movers Coalition qui est sous l'égide du World Economic Forum et John Kerry était là également pour la signature. Donc c'est un certain nombre d'industriels, dont Engie, qui s'engagent pour décarboner ces usages qui sont difficiles. Donc je vous rejoins, on ne sait pas forcément faire sans carbone, maintenant à nous de transformer en fait, cette énergie-là, enfin le méthane en l'occurrence. Donc la coalition des premiers bougeants. Et la seconde question qui arrivait était sur Pierre Vels et qui dit qu'il faut refaire de la planification. C'est vrai que sous le général de Gaulle, la planification a vraiment tourné à plein régime sur la question de l'industrie, sur la question des villes. Le commissariat au plan a fini par mourir de sa belle mort. On l'a réexhumé en 2020 avec des résultats qu'on qualifiera de timorés. Est-ce que, d'après vous, il faut aller plus loin dans cette voie? Mais il faut, oui, moi, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut que l'État soit vraiment un acteur majeur de ces sujets-là. Et la planification est vraiment fondamentale pour la politique industrielle, pour la politique énergétique. Voilà, donc on n'a pas le choix en fait. On n'a vraiment pas le choix. Et le bon échelon aujourd'hui, puisque Charlotte disait 2050, c'est vraiment inatteignable, il faut viser à 2030. Pour vous, aujourd'hui, le bon échelon, c'est celui-là? Oui, je suis assez d'accord. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut viser des objectifs à court terme, pas simplement, pas juste se projeter à long terme. Il faut que les résultats, on essaye de les obtenir rapidement. Oui, je voudrais juste compléter là-dessus. 2050, c'est pas inatteignable, c'est l'horizon de temps souvent d'un certain nombre de politiques. C'est important aussi, c'est-à-dire que pour nous, l'urgence, elle est à 2030 et il faut qu'on puisse en voir. Là, je partage complètement ce que vous dites, Patricia, sur l'impact à 2030. Maintenant, il y a des décisions qui vont se prendre et on en a conscience dans le monde de l'énergie qui auront un impact après 2030. Enfin, quand on parle de certains investissements très lourds faits par différents acteurs en matière énergétique ou quand on fait référence à la recherche, hein, qui mettra un peu de temps aussi à émerger, ça peut se matérialiser après 2030. Mais il faut avoir tout lancé maintenant et il faut des résultats avant 2030 aussi. Alors, le temps file extrêmement rapidement, mais je veux bien prendre une, deux dernières questions si elles sont là. Je ne veux frustrer personne en termes de curiosité. Donc, pour celles et ceux qui nous suivent par Zoom, la question était pour la fin du mois, est-ce que ce sera assumable pour celles et ceux qui sont le plus exposés, les couches les plus populaires, l'adaptation au logement, si on vous dit qu'il faut isoler votre logement pour 12 000 €, effectivement, c'est un nombre de revenus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut du coup déléguer la question de la fin du mois aux politiques? Bah oui, là, clairement, si les gens n'ont pas les moyens, c'est une des prérogatives de la politique publique. Hein. Je vais faire 2 minutes de macroéconomie, mais voilà, les 3 grandes fonctions de la politique économique, c'est répartition, redistribution, stabilisation d'activité. Donc, dans la partie redistribution, il y a une partie redistribution des richesses des plus riches aux plus pauvres. Et là, pour le coup, partage, redistribution de l'effort énergétique à fournir. Il faut accompagner, il faut aider ceux qui n'ont pas les moyens de parvenir à cette rénovation-là. Il y a un programme d'aide à la rénovation énergétique
qui a été mis en place. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est des chercheurs notamment du laboratoire le CIRED, qui ont montré que, indépendamment du restant à charge, pour lequel, pour répondre à votre question, il faut que l'État intervienne dans ses prérogatives de politique de redistribution, mais avant même d'en arriver là, les banques ne proposent pas ces aides, ces primes et ces aides financières à la population qui pourrait en être éligible en fait. Et donc, ou quand elles le proposent, finalement, elles sont plus gagnantes qu'elles ne le devraient en fait. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'elles ciblent les ménages qui sont les plus rentables pour elles. Voilà. Alors qu'elles ne devraient pas, elles devraient cibler plus, enfin voilà, et tendre plus largement. Alors, je ne suis pas l'auteur de cette étude, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en ai ni les compétences ni les connaissances en fait. Mais simplement, je pense que voilà, quand on parle de partager l'effort, c'est aussi avoir un rôle sur et évaluer ces politiques-là, et puis en tirer les conséquences. Et voilà, il y a encore des leviers d'action pour améliorer les dispositifs existants, voire proposer des dispositifs qui soient plus ambitieux si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y en a une toute dernière avant la conclusion de Louis Gallois? Je ne frustre personne. Bon, ben, je vais vous demander de remercier très chaleureusement nos deux intervenantes. Merci à vous. Louis Gallois, rejoignez-nous sur scène. On ressort d'une matinée très riche. Je note que votre assemblée est pour une planification écologique et le partage des richesses. Il y a un candidat qui propose ça dimanche. Bon, il n'est pas exactement en tête dans les intentions de vote, mais voilà, je ne sais pas tout ce que nos échanges vous ont inspiré, mais je vais vous laisser conclure. D'abord, merci à aux oratrices et aux orateurs. J'ai trouvé que c'était très intéressant, les deux tables rondes. Je voudrais dire d'abord un mot sur la première, si vous permettez, qui suscite moins peut-être de débat que la seconde. Parce que je pense qu'il y a une ligne qui se dégage, même si je ne partage pas totalement l'avis de Vincent, je l'ai expliqué. Sur lui, vous pensez que c'est un phénomène temporaire? Moi, je pense que c'est un phénomène. Le télétravail est un phénomène qui maintenant est inscrit dans la vie des entreprises et qu'on ne reviendra pas vraiment en arrière. Et donc, il faut le gérer. Il faut le gérer. Il faut voir quel est l'impact sur une question à laquelle je n'avais pas vraiment pensé et qui a émergé. C'est que lorsqu'on parle productivité, lorsqu'on parle recherche et développement, lorsqu'on parle formation, est-ce qu'il n'y a pas dans ces trois domaines des questions lourdes liées au télétravail? La productivité, on n'est pas sûr qu'elle soit véritablement augmentée par le télétravail. Ou si elle est augmentée par le fait qu'il n'y a plus d'horaire, j'estime que c'est une augmentation au détriment de la vie des gens. Donc, c'est une augmentation qu'on ne peut pas accepter comme telle. Sur la R&D, Pierre Papon est infiniment plus spécialiste que moi de ces questions, mais le collectif la recherche est un travail il y a une partie individuelle, mais il y a une partie collective. Comment peut-elle s'exprimer à travers le télétravail? Comment peut-elle s'organiser? Sur la formation, ça me paraît plus clair. On avait déjà l'expérience des MOOC, on avait déjà pas mal travaillé sur ces questions et je pense qu'on peut trouver le point d'équilibre. Mais c'est une première question lourde qui est l'impact sur des aspects que l'on n'avait pas prévus, comme la R&D, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors on y va avec des nuances, bien sûr, et je pense que l'essentiel, c'est de savoir comment on va gérer le télétravail. Il va falloir d'abord fixer des règles très claires sur la vie professionnelle et vie personnelle. Et il faut voir comment la vie personnelle peut s'organiser avec le télétravail. Quelqu'un s'est moqué des hôtels Ibis, je pense que c'est Vincent. Moi, je pense que le coworking va prendre de la place. Parce que les personnes qui ont décidé d'aller vivre à l'extérieur des villes, plus loin parce que le télétravail le permet, vont quand même avoir besoin d'espaces de travail et que je pense qu'on va voir se créer, alors peut-être pas l'hôtel Ibis, mais ailleurs, des espaces de coworking auxquels il faut réfléchir.
Deuxièmement, l'organisation du travail. Le télétravail, ça s'organise. C'est pas quelque chose c'est pas seulement le fait de rester 3 jours par semaine chez soi. C'est une organisation. Si on veut véritablement qu'il soit efficace, ce sont des procédures spécifiques. Le télétravail, ce sont des procédures. Et c'est l'organisation du partage entre les périodes en télétravail et les personnes en présentiel, les temps en présentiel qui doivent être des temps utiles en tant que présentiel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir au bureau uniquement pour faire exactement ce qu'on faisait en télétravail. C'est-à-dire que les réunions doivent être organisées à ce moment-là, les contacts doivent être organisés de cette manière. C'est une véritable réorganisation du travail qui doit se faire à travers le télétravail. Il y avait enfin la question des questions plus sociales. C'est comment fait-on vivre un collectif de travail avec du télétravail? Je dois dire que l'expérience que j'ai pu voir pendant le Covid chez PSA de l'époque, qui s'appelle maintenant Stellantis, montre que c'était assez difficile de faire vivre le collectif de travail avec le télétravail. Et que là aussi, il faut qu'on trouve les voies et moyens d'assurer la cohérence de ce collectif de travail. Sinon, les gens vont se désintéresser de l'entreprise dans laquelle ils travaillent à terme. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils feront leur boulot, mais ils seront à distance et ils le feront avec distance. Et je pense que l'implication au travail, à travers le télétravail, est difficile, sauf à abrutir les gens de boulot, de telle manière qu'il n'ait pas le temps de réfléchir. Mais je pense que cet aspect de distance vis-à-vis de l'entreprise va être quelque chose de très important, surtout que ça s'inscrit dans un mouvement, notamment chez les jeunes, bon, il faut travailler, mais enfin quand même, il faut aussi qu'il y ait une vie personnelle, etc. Donc ils ont déjà une distance vis-à-vis des entreprises. Il ne faut pas que cette distance soit accrue par le télétravail. Et puis bien sûr, la question qu'évoquait Vincent, les cols bleus et cols blancs, là c'est clair. Quand vous embauchez à 5 heures du matin dans une usine d'automobile, je pense que c'est la même chose chez Renault, chez PSA, et que vous savez que vos petits collègues vont rester chez eux et prendre leur café devant leur écran, vous vous dites quand même, on n'est pas traité de la même manière. Il n'y a pas de problème, il y a une vraie difficulté, col blanc, col bleu, ça peut entraîner à l'intérieur des entreprises des frictions, des ressentiments qui peuvent ne pas être faciles à gérer. J'en viens à la deuxième table ronde qui suscite plus de débats. On a abordé la RSE au début. Là, je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire que la RSE, qui était du greenwashing au départ, enfin, qui était de la communication au départ, est véritablement en train de rentrer dans la vie des entreprises, à la fois parce que les entreprises le souhaitent, mais parce que leur personnel le souhaite, parce que leurs actionnaires le souhaitent. Moi, j'ai reçu BlackRock, qui est un investisseur connu et pas un tendron de l'année, venir me demander comment PSA menait sa politique de RSE, l'égalité homme-femme, la réduction des émissions de carbone, etc. etc. Et ce sont des gens qui, quand ils parlent, les chefs d'entreprise les écoutent. Donc, il y a une pression qui s'exerce sur les entreprises de l'intérieur avec les personnels et de l'extérieur qui est forte. Vous savez, il faut expliquer aussi à des gens, et là je fais cause commune avec Renault, il faut expliquer à des gens qui produisent des véhicules dont tout le monde, dont une partie des gens disent qu'ils sont polluants. Quand on produit un véhicule électrique, c'est très bien. Mais quand on produit des véhicules thermiques, ce qui est quand même encore la majorité, on est confronté à ce problème. Et s'entendre dire qu'on est un pollueur, c'est quand même pas extrêmement agréable. Moi, je me souviens, je suis allé faire une conférence à Polytechnique sur le management. Je m'attendais à parler de management, pas du tout. On m'a demandé pourquoi PSA faisait des SUV. Ça a été la question. Et on est parti de là et on est resté sur ce sujet. Alors j'avais quelques arguments sur les SUV, mais
Bien. Ça veut dire quand même qu'il y a une pression qui s'exerce. J'en viens à l'énergie. Je me présente. Je suis un écologiste moderne. C'est-à-dire je suis productiviste et nucléariste. Je suis productiviste, c'est-à-dire que je suis contre la décroissance. Telle qu'elle est présentée, tout ce qui a été dit sur la transformation, on est pour, bien sûr. Transformation des comportements, économie, bien sûr. Mais la décroissance, ça veut dire ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire la baisse du PIB. La baisse du PIB, le terme décroissance, c'est ça, c'est la baisse du PIB. Je suis contre pour deux raisons. La première, c'est que ça génère des inégalités et ça tend les rapports sociaux de manière considérable. Et deuxièmement, ça ne permettra pas le financement de la transition. On va avoir besoin d'énormément d'argent pour organiser la transition énergétique et écologique. Et cet argent, il faut être capable de le générer par de la production. Donc, je pense que la production va rester un élément décisif. Et le problème sera de savoir comment on gère cette production de telle manière qu'elle ne porte pas atteinte à l'environnement ou qu'elle apporte de moins en moins atteinte à l'environnement. Alors, lorsqu'on parle de mix énergétique, vous avez eu raison, madame, de dire qu'on avait passé de 25% d'électricité dans le mix actuel à 55%, 50-55%. Le RTE dit 55% en 2050. Ça veut dire plus d'un doublement de la part de l'électricité. Même si on fait des économies, et il faudra en faire, ça veut dire une croissance de la production d'électricité considérable. On va passer de 470 TWh à quelque chose qui va se situer entre 800 et 900 TWh. Et il va falloir gérer cette croissance. Le mix énergétique ne pourra pas faire l'économie du nucléaire. Il faut une énergie pilotable, suffisamment massive, et une énergie assurant la souveraineté, la compétitivité et une certaine indépendance énergétique de la France. Seul le nucléaire peut l'assurer. Et cette énergie pilotable, l'alternative, c'est l'hydraulique, mais on sait qu'en France, il est limité. C'est le gaz, et nous aurons besoin de gaz jusqu'en 2050, c'est clair. Et je pense même, étant donné le retard qu'on a pris dans le réarmement nucléaire, je parle de réarmement civil nucléaire, c'est-à-dire la construction des centrales, je pense qu'il va falloir construire des centrales au gaz en France dans les prochaines années. Parce que les énergies intermittentes, les énergies renouvelables sont intermittentes, et dans les conditions techniques actuelles, elles ne peuvent pas assurer la sécurité sur les pointes énergétiques. Donc il nous faut une énergie pilotable. Le gaz est une énergie totalement pilotable. C'est une énergie qui émet du CO2, avec les réserves et les bémols que vous avez introduites, mais qui dans les 15 ans prochaines années va émettre du CO2, il en émet beaucoup moins que le charbon, et je pense qu'on ne pourra pas faire d'économie de gaz pendant cette période. J'allais le dire, n'étant pas chez Engie, je peux le dire, je le regrette, mais on ne fera pas l'économie du gaz dans les prochaines années. Donc, ce qui peut être fait, moi, le biogaz, j'ai quand même il y a une limite. Il ne faut pas que ce biogaz se fasse dans des conditions qui se fassent concurrence aux productions alimentaires. C'est ça la limite. Et les déchets ne sont pas ont des limites. On ne va pas créer des déchets pour le plaisir de créer des déchets. Et quand on parle du bois en particulier, c'est une vraie difficulté parce que pour reconstituer pour assurer l'équilibre entre ce qu'on crée comme émission de CO2 en brûlant du bois sous une forme ou sous une autre, et la reconstitution et la destruction de CO2 que crée
le bois en poussant et en grandissant, il y a un décalage. L'émission de CO2 est linéaire et la compensation se fait sur 30 ans. Donc, on est sur des échelles de temps très différentes qui font que on ne peut pas dire c'est l'équivalent, on brûle du bois, ce bois repousse et ça compense. Ça compense sur 30 ans. Pas du tout la même chose. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. J'ai été très intéressé par les trois éléments qui gèrent la population, qui gèrent les problèmes énergétiques de croissance, parce qu'énergie et croissance, pour ceux qui ont lu le manuel de Jean Covici, c'est la même chose. Population, mix énergétique, comportement des gens, des personnes. J'ajouterai au mix énergétique technologie. Parce que vous évoquiez le capture de carbone, Pierre Papon évoquait l'hydrogène remplaçant le coke dans la sidérurgie. Tout ça, ça suppose un très gros travail technologique. Et je pense que l'industrie de demain, elle sera éco-responsable, elle sera électrique, elle sera bien sûr numérique et elle sera technologique. Donc, je crois tout à fait. J'en viens à la comptabilité écologique. Je voudrais seulement mettre, je suis pour. Je mets un petit bémol. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir comme on s'est fait avoir sur les normes IFRS. Les normes IFRS ont été appliquées, ont été débattues, très fortement mises en œuvre sur la base de préconisations américaines. Elles sont applicables en Europe, les Américains ne les appliquent pas. Il ne faudrait pas que nous ayons la même chose sur les normes, sur la comptabilité écologique. Qu'on nous impose une comptabilité extrêmement contraignante sur la base d'un accord Europe-États-Unis, que les États-Unis ne l'appliquent pas. Ça ne serait pas la première fois. Et moi, je sais que sur les normes IFRS, pour avoir géré des entreprises qui avaient à jongler entre l'US GAAP et les normes IFRS, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Les incitations, je n'ai pas grand-chose à dire. On a fait une étude intéressante sur le prix du CO2. Et la tonne CO2, ça impacte très sérieusement l'appareil industriel. Ce n'est pas marginal. On avait démontré que jusqu'à 100 CO2, ça impactait certaines industries, mais que ça n'avait pas un effet macroéconomique massif. À 250 €, ça impacte très fortement l'appareil industriel. Ce qui veut dire que ça ne peut fonctionner que si on est capable de mettre aux barrières de l'Europe, aux frontières de l'Europe, un ajustement qui assure la compensation. Mais ça ne gérera qu'un seul problème, ce sont les importations avec un contenu de CO2 important. Ça ne réglera pas le problème de l'augmentation des prix et des injustices que ça peut créer, et également de la réduction de la production liée à la... Quand il y a une augmentation des prix, il y a à la fois des injustices et puis il y a une réduction de la demande. Son style. Ça, c'est pas encore. À la France, si elle s'applique à l'Europe ou si elle s'applique au monde entier. Ou en tout cas au monde développé, notamment aux États-Unis. L'Europe doit être le champion de l'écologie, le champion du déclin industriel. Il faut faire attention. Question. Évidemment. Totalement convaincu qu'on ne pourra pas échapper à une planification énergétique, une planification d'industrialisation. Je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il ne s'agit pas de revenir à la planification de Jean Basset et du commissariat au plan, tel qu'il était avant. Je ne parle pas du nouveau, qui est un être saisissable. Peut-être c'est son intérêt.
Mais je pense que moi, je suis fasciné par l'exemple de la Corée, qui a réussi avec une planification sur des sujets précis à introduire des changements absolument massifs. Je rappelle, la Corée en 2000 a lancé un programme de cyber et 20 ans après, vous avez Samsung, LG, le pays le plus Internet du monde et un pays qui a complètement accompli sa révolution numérique avec des outils numériques coréens. Je rappelle que quand on parle de télétravail, c'est une annexe. Nous travaillons avec Teams et Zoom, c'est-à-dire que nous travaillons sur des plateformes exclusivement américaines, ce qui peut être une menace pour notre souveraineté un jour. Je me souviens du GPS. Donc, je pense que sur ces sujets, l'effort de planification va redevenir indispensable et va redevenir, comme le disait, je crois, général de Gaulle, une ardente obligation. Merci. Pour être exhaustif et faire de la pub, d'abord sur la Corée, j'imagine que vous parliez évidemment de la Corée du Sud, mais je pense que le doute était... non, juste pour dire que la Fabrique de l'Industrie a sorti une note intitulée « La tarification du carbone et ses répercussions, exposition sectorielle au surcoût carbone » que vous pouvez télécharger pour vous toutes et tous qui êtes à distance. Et pour vous qui êtes dans la salle, vous les avez sur la table qui est là derrière. Et sur ce, bon appétit à toutes et à tous et à bientôt.